Bienvenue dans cette analyse, où l'on va décortiquer l'univers profond et tellement résonnant du chef-d'œuvre de Jean Anouilh, j'ai nommé Antigone. C'est une histoire fascinante où, honnêtement, la scène est jonchée de tragédies et où pourtant, la vie continue sa marche dans la plus grande des indifférences. Alors, pour comprendre exactement pourquoi cette tragédie moderne reste aussi percutante aujourd'hui, cette exploration va s'articuler autour de 6 thèmes clés. On passera par l'affrontement tragique, la confrontation entre Sophocle et Anouilh, le refus existentiel, l'ambiguïté de Créon, le contexte d'occupation et de résistance, pour finir sur une absurdité intemporelle. Partie 1, l'affrontement tragique, le cœur du conflit. Plongeons directement dans la configuration inéluctable et pour le moins fatale de ce récit. Toute l'intrigue tourne autour d'une jeune fille, Antigone, et elle va défier frontalement l'autorité suprême de son oncle, le roi Créon. Le point de départ, c'est que ses 2 frères se sont entretués pour le trône de Thèbes. Suite à ça, Créon prend une décision lourde de conséquences. Il décide d'en honorer un et de laisser le corps de l'autre pourrir au soleil sans aucune sépulture. Antigone, elle, refuse catégoriquement d'obéir à ce décret. Elle tente d'enterrer son frère et se retrouve donc condamnée à mort, et ce, malgré tous les efforts sincères de Créon pour la sauver de ce destin. Section 2, Sophocle contre Anouilh, la réécriture du mythe. Il est vraiment fascinant d'examiner comment Anouilh a complètement transformé l'œuvre originale venue de la Grèce antique. Anouilh fait basculer l'histoire d'une manière assez brillante. Chez Sophoclès, on avait une bataille très tranchée, très manichéenne, entre les lois divines d'un côté et un tyran orgueilleux de l'autre. Mais ici, on passe à un dilemme philosophique moderne, beaucoup plus ambigu, un refus purement existentiel face à un homme pragmatique. Le conflit moral clair de l'Antiquité devient une véritable question ouverte qui hante le public. Et puis, toute la mécanique de la pièce s'offre un véritable coup de jeune. On y entend un langage quotidien, un registre presque familier, avec des anachronismes totalement assumés. Il y a même de nouveaux visages qui apparaissent, comme la nourrice, ou encore des moments de pure comédie inattendus avec les gardes. Tout ça est glissé au beau milieu d'un cadre profondément tragique. C'est un contraste absolument saisissant. On en arrive à la 3e partie, le refus existentiel, le non absolu. On peut légitimement se demander pourquoi Antigone continue de se rebeller avec autant de ferveur, surtout quand Créon lui révèle une vérité plutôt dérangeante, à savoir que ses frères n'étaient au fond que de simples petits voyous. Eh bien, la réponse se trouve dans sa soif d'absolu. Elle réclame tout, tout de suite, et que ce soit entier. Ce refus va bien au-delà de la simple question des funérailles. C'est un rejet profondément existentiel. C'est un rejet adolescent, héroïque, du monde des adultes. Elle rejette le compromis, elle refuse de vieillir et de se contenter d'une vie tiède ou imparfaite. C'est du tout ou rien. Si ce n'est pas entier, elle préfère la mort. Ce qui nous amène à la partie 4, l'ambiguïté de Créon et le fameux poids du pouvoir. C'est ici que se révèle la véritable tragédie de l'homme, contraint de faire respecter les règles. Face à ce personnage, on est forcément poussé à se poser une question fondamentale. Le roi Créon est-il réellement un cruel tyran aveuglé par son ego, ou est-ce qu'on a affaire à un réaliste plein de courage, en train d'accomplir un travail terriblement sale, mais absolument indispensable? Le génie d'Anouilh, c'est de refuser d'en faire un simple méchant de caricature. Il lui donne des arguments incroyablement solides, très pragmatiques sur les nécessités absolues du pouvoir. Créon accepte les compromis inévitables. Il explique très clairement que gouverner exige de se salir les mains. Et n'oublions pas qu'il essaye sincèrement de sauver Antigone. Le prix qu'il va payer à la fin est dévastateur. Il perd son fils, sa femme et sa nièce. L'œuvre nous laisse juger de son caractère sans jamais nous imposer de grille de lecture. 5e point. Occupation et résistance, un miroir historique. Et là, l'ambiguïté de ces personnages prend une ampleur encore plus fascinante quand on l'examine à travers le contexte de sa création, en février 1944, en pleine occupation de la France. Évidemment, la pièce est souvent perçue comme une allégorie politique évidente, avec Antigone qui incarnerait la résistance face à un Créon représentant le régime de Vichy. Mais attention, Anouilh n'a jamais confirmé officiellement cette interprétation. En fait, il a distribué des arguments si percutants aux 2 camps, en restant tellement impartial, que la pièce a été applaudie par tout le monde. La résistance, oui, mais aussi la presse collaborationniste. En faisant cela, il s'élève au-dessus du simple commentaire politique immédiat pour poser une question morale intemporelle. Doit-on refuser des ordres injustes ou bien se compromettre pour assurer sa propre survie? Et enfin, 6e et dernière partie, une absurdité intemporelle, un héritage durable. On peut s'interroger, pourquoi cette pièce en particulier reste-t-elle un incontournable absolu des programmes scolaires, même aujourd'hui? La réponse est simple. Ce texte comble parfaitement le fossé pour de nombreux jeunes lecteurs.
avec un format court, une langue très accessible et une héroïne frondeuse à laquelle il est tellement facile de s'identifier, l'œuvre permet d'explorer des concepts massifs. On y parle de révolte, de justice, de pouvoir. C'est tout bonnement un terrain de jeu exceptionnel pour analyser la réécriture des mythes et l'art de l'argumentation. Mais au-delà des bancs de l'école, ce qui grave véritablement cette œuvre dans les mémoires, c'est l'élan terrifiant de sa conclusion. C'est un véritable effet domino tragique. Le simple refus obstiné d'Antigone va déclencher une réaction en chaîne infernale, tout bonnement impossible à arrêter. Première étape, elle est emmurée vivante et finit par se pendre. Deuxième étape, son fiancé, Aimon, la découvre et, fou de douleur, met fin à ses jours. Troisième étape, la reine Eurydice, en apprenant la perte tragique de son fils, se tranche la gorge. C'est une dévastation totale, absolue. Lorsque la poussière retombe, Créon reste là, entièrement seul pour supporter ce poids écrasant de la couronne. Il est brisé, mais la machine de l'État exige qu'il continue à gouverner. Et pendant ce temps-là, dans un contraste presque scandaleux, les gardes reprennent tranquillement leur partie de cartes. Le monde continue d'avancer, totalement sourd et aveugle à la tragédie qui vient d'avoir lieu. Le chœur s'avance alors pour clôturer ce carnage avec 2 petits mots d'une simplicité qui fait froid dans le dos. Et voilà, c'est tout. 2 syllabes qui capturent à la perfection l'absurdité vertigineuse de la situation. Tant de morts, tant de sacrifices sublimes, et au bout du compte, il ne s'est absolument rien passé. Ce qui nous laisse finalement sur cette pensée particulièrement provocatrice, dans un monde complexe qui exige en permanence que l'on se salisse les mains pour avancer, est-ce que la survie vaut toujours ce prix ? Y a-t-il, au fond, certains compromis qui ne devraient tout simplement jamais être faits ?